Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tu joues ou quoi. En ce début d'année 2024, je vous propose de découvrir Guillaume Desportes. Il est à la fois ludothécaire et auteur de jeux de société depuis 10 ans. Ses envies et ses inspirations l'ont plutôt emmené vers les jeux pour enfants. Son premier jeu, Estiméo, sorti en 2014, a permis d'aiguiser l'essence de l'observation, de la logique et de la rapidité. En 2023, c'est Super Miaou, édité chez Spaceco, qui a fait parler de lui. Il s'agit d'un jeu d'initiation au deck building à partir de 6 ans, qui sort vraiment du lot par sa qualité d'édition. En décembre, j'ai eu le plaisir de rencontrer Guillaume Desportes lors du Festival du jeu de société de Lillebonne, en Seine-Maritime. Aujourd'hui, je suis au Festival du jeu de Lillebonne et j'ai le plaisir d'être avec Guillaume Desportes. Merci Guillaume d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Donc écoute, ça me fait plaisir de te rencontrer parce que voilà, on est de la même région, donc la Normandie. Tu fais partie du bureau des auteurs rouennais, le bar, oui. Voilà, depuis quelques années. Et d'abord, en fait, avant qu'on parle de ton parcours d'auteur, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton métier. Donc, tu es ludothécaire. Oui, je suis ludothécaire depuis 13 ans à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc dans la banlieue rouennaise. Par passion, j'ai découvert ce métier et j'exerce depuis donc 13 ans à la municipalité. Comment tu es rentré justement dans ce milieu du ludique en tant que ludothécaire? Tu as fait une formation, tu as travaillé dans un milieu proche. Comment tu es arrivé à ce métier? Alors j'étais déjà animateur assez classique dans des centres de loisirs et j'avais une passion pour le jeu de société. Et par la suite, j'ai postulé de manière complètement spontanée à la ludothèque de Saint-Étienne. Et j'étais pris en vacation. Et de la vacation, après j'ai eu un contrat et je suis... T'es fonctionnaire? Oui, fonctionnaire, oui. Et voilà, c'est la découverte en fait par le jeu et les enfants, ça m'a amené à ce métier. Et j'étais pas formé vraiment sur le jeu en tant que tel au départ, j'étais plus animateur. Et par la suite, j'ai eu ce métier-là et je me suis formé un peu sur le tas, sur les références de jeu. D'accord. Oui, parce que c'est un métier qui est quand même assez récent aussi, puisqu'il vient peut-être de l'animation, effectivement. Tout à fait, oui. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas les ludothèques, c'est des lieux comme les bibliothèques, sauf qu'au lieu d'emprunter et de consulter des livres, on va jouer à des jeux. Et nous, on est là pour présenter les jeux et surtout conseiller les adhérents. Parce qu'effectivement, des ludothèques, il n'y en a pas non plus partout. Hein. Ce n'est pas encore tellement développé, non, on va dire, au niveau municipal. Après, il y a des associatifs voilà, souvent. Il y a des petites bibliothèques associatives. Alors dans le secteur, dans la Normandie, on est quand même bien lotis, parce qu'il y a de grands nombres de ludothèques. Et c'est regroupé au sein de l'association des ludothèques françaises, section Normandie. Donc ça émerge vraiment de plus en plus et on voit dans les médiathèques de plus en plus d'espaces dédiés aux jeux qui fonctionnent un peu comme des ludothèques, sachant que nous on est vraiment un espace dédié aux jeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livres, il n'y a pas de CD, il n'y a pas de DVD, c'est vraiment un espace que ludique. Ok. Et quand tu parles du jeu, c'est vraiment le jeu sous toutes ses formes, du jeu de découverte pédagogique enfant au jeu expert. Il y a un petit peu de tout au sein de votre ludothèque? Il y a un petit peu de tout. On a du jouet pour les moins de 3 ans. On a tout ce qui est jeu d'imitation. On a jeu de motricité. Et après, on a des jeux à règles qui vont de 3 ans, voire 2 ans et demi, jusqu'au joueur expert. Donc tu dis ça fait 13 ans que tu travailles dans la ludothèque. Comment tu as vu évoluer peut-être le milieu du jeu? Parce qu'effectivement, il y a 13 ans, on n'avait peut-être pas encore... Enfin, il y a 13 ans, si, quand même pas mal de choix, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment pléthorique. Vraiment. Alors, effectivement, il y a 13 ans, quand on faisait des commandes de jeux, le catalogue était assez réduit. Donc on choisissait pas trop, on pouvait vraiment quasiment tout ce qui sortait. Là, effectivement, quand on fait des commandes de jeux et de jouets, on a vraiment le choix. Et les gens sont de plus en plus connaisseurs. C'est sûrement lié aussi à tout ce qui est réseau des cafés-jeux, des boutiques. Ça a vraiment amené le grand public, alors c'est pas péjoratif le grand public, à venir dans des lieux comme ça et découvrir en fait le jeu moderne. Et on a vraiment de plus en plus d'adultes qui viennent dans des ludothèques. C'est plus forcément un lieu dédié aux enfants, chose qui au départ était, les ludothèques ont été créées pour des espaces consacrés à la petite enfance. Et là, on se rend compte de plus en plus, les gens viennent jouer et emprunter, et pas justement occuper ses enfants. Au niveau du public, tu sens que ça a évolué, c'est-à-dire qu'effectivement, avant, c'était plus on vient avec les enfants pour trouver une occupation du week-end, on va dire, alors que là, c'est vraiment des gens qui ont connaissance déjà du oui, monde. Et que les références ont maintenant changé. Maintenant, si on parle de Dixit ou Aventurier du Rail, quasiment la majeure partie des adhérents savent de quoi il s'agit. Avant,
ces jeux-là étaient un peu plus méconnus. Les références étaient le Monopoly et le Puissance 4. Alors j'ai rien contre ces jeux-là, mais les références ont un peu évolué. Mhm. Et alors toi, ton rôle aussi, du coup, il a évolué. Il y a plus une expertise, d'autant plus une expertise sur, pour vraiment cibler les attentes des joueurs. Oui, parce qu'au départ, en fait, les adhérents étaient plus à chercher un jeu, peu importe le jeu. Et maintenant, les questions, c'est plus, je cherche un jeu coopératif, par exemple. Je cherche un jeu pour un enfant de 5 ans. Chose qu'avant, on n'avait pas ce genre de questions-là. Je cherche un jeu avec beaucoup d'interaction, un jeu d'ambiance, un jeu où on peut jouer à 8 personnes. Alors c'est vrai qu'avant, on n'avait pas ce genre de questionnement de la part des adhérents. Ok, donc c'est un métier passion, oui. A priori. Donc... alors pour moi, si on n'est pas passionné par le jeu, on ne peut pas faire ce travail. Enfin, on peut pas les conseiller et donner le plaisir aux adhérents. C'est-à-dire que moi, quand je présente un jeu, alors ça m'arrive parfois que j'aime pas le jeu parce que l'adhérent veut y jouer, mais je vais en priorité proposer des choses qui me plaisent et qui correspondent à la demande. Oui, bien sûr. Donc effectivement, il y a un côté aussi transmission un peu de la passion forcément. Oui, on va essayer d'y mettre un peu notre cœur et si on éprouve du plaisir à expliquer un jeu, forcément le plaisir il va être se propager et ça va être plus facile à briser le contact avec les adhérents. Et à proposer des choses qui leur plaisent. On est là, on est un peu dans le côté conseil, comme peut aussi avoir finalement une boutique. Oui. Mais est-ce qu'il y a aussi un côté vraiment très animation, c'est-à-dire de la création de moments ludiques, de tournois, je ne sais quoi, ou peut-être d'escape game, ou ce genre de choses, que tu fais ce genre de choses avec l'équipe, avec ton équipe? Alors oui, on a déjà fait des escape games à la Ludo. On propose aussi des soirées jeux où là on est vraiment en tant qu'animateur, donc on va animer souvent 2 tables de jeu. Et là, notre rôle, c'est vraiment de proposer un instant sympa avec le public. Enfin, essayer de créer une bonne ambiance avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément. C'est créer ce petit lien social qui fait que les gens vont passer un bon moment. Et alors, justement, donc, toi, tu baignes effectivement dans ce milieu ludique. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené dans ce milieu-là, en fait? Un jeu en particulier qui t'a peut-être fait basculer, on va dire, dans la marmite? Alors, il y a plusieurs jeux. J'ai commencé étant petit, comme un peu j'espère tous les enfants, par des jeux, alors pas forcément de Monopoly, mais je joue beaucoup à Perpa la boule. Okay. Si vous avez la référence dans le podcast, vous savez de quoi je parle. Le flambeur aussi. Et Super Défi. Ouais. Super Défi, c'était un jeu avec plein de mini-jeux, un peu sportifs, avec du bowling, des jeux de quilles. Et ça, il y avait beaucoup d'adresses, je me souviens. Oui, avec mon frère, on a joué beaucoup. D'ailleurs, je l'ai retrouvé en foire à tout il n'y a pas très longtemps. Et j'ai eu plaisir à le racheter et j'y ai rejoué. Et tout le charme était perdu. La petite Madeleine de Proust était un peu mangée, on va dire. Après, c'est plus au lycée, où on jouait beaucoup au tarot. Il y avait un club de jeu sur le temps du midi, où on jouait à Stratego. Et on jouait beaucoup à Ballon. Tellement beaucoup à un point où j'en rêvais le soir. C'est-à-dire que mes rêves, c'était je voyais les boules blanches et noires de la Ballon dans mes rêves. Ah ouais. Voilà, donc on avait beaucoup joué à ça. Après, j'ai plus trop joué à la fac. Et on a retrouvé avec ma compagne un club de jeu dans l'agglomération rouennaise. Et on a découvert vraiment le vrai jeu moderne, comme on l'entend. Par notamment un petit jeu qui s'appelait Le Voleur de Bagdad, qui était chez Queen Games. Et surtout par Alhambra. Moi, j'ai joué à Alhambra et je me suis dit, waouh, ça paraît tout simple maintenant à Alhambra. On va acheter des cartes, on va construire des choses. Mais ce moment-là où je me suis dit, tiens, on peut faire ça avec des petits bouts de carton et des cartes, je trouvais ça assez sympa. Et après, tout ce qui est jeu d'ambiance, Time's Up, je suis un peu moins fan des loups-garous. Mais c'est là où j'ai commencé à connaître le jeu moderne. Tu travaillais aussi dans l'animation précédemment, donc oui. C'est peut-être déjà un support que tu utilisais. Oui. Justement, quand tu parles du loup-garou, je sais qu'il y a beaucoup dans les centres de loisirs ou autres, c'est des jeux qui ont vraiment tourné ça. Oui, et moi je me rappelle, on faisait du quarto aussi. Avec les enfants, on recyclait des papiers toilettes et des essuie-tout. Et on mettait des bouts de scotch dessus et on faisait un vrai quarto en fait. Reconditionné, les enfants pouvaient l'emmener chez eux. Et ça, c'est un bon souvenir aussi. Avec l'animation, quand tu disais on prend des bouts de carton, on fait un jeu, etc. Est-ce que justement c'est parti de là un petit peu le côté créatif, le côté envie de toi-même de créer un jeu? Parce qu'effectivement, il y a un côté on va jouer avec pas grand-chose au départ, et puis d'un seul coup vient un jeu. Comment ça t'est arrivé, toi? Alors, j'ai pas vraiment le moment où je me suis dit tiens, je vais essayer de créer des jeux. C'est plus le premier souvenir de création, c'était à la ludothèque où je travaille. On avait un projet de jeu mathématique avec une classe, alors c'était des primaires, mais je ne saurais plus quel niveau. Et on devait créer un jeu pour les enfants qui ont des difficultés en mathématiques.
1 ou 2 ans avant était sorti Timeline. Mhm. Et j'ai créé donc un petit jeu de cartes qui apprend le principe de Timeline, où dessus, on avait uniquement des additions et des soustractions. Donc en gros, le principe, c'était est-ce que 7 plus 4 est plus grand ou plus petit que 6 plus 5, par exemple. Mhm. D'ailleurs, c'est pas possible parce que c'est égalité. 6 plus 6. Et du coup, les enfants devaient classer ces cartes dans l'ordre croissant. Donc c'est de là où en fait on a commencé à créer des choses et on a eu l'idée ensuite, j'ai eu l'idée ensuite de pas forcément avoir que des additions ou soustractions, mais aussi d'avoir des mesures d'estimation de mesures. D'accord. Et de jouer avec un mètre ruban. Donc les enfants devaient aussi estimer la taille de la table, etc. Et de là est sortie ma première vraie création en 2014 qui s'appelait Estiméo. Oui. Ça c'était vraiment un jeu familial, un peu d'ambiance et un peu de réflexion. Donc de ma première, on va dire, idée est né ce jeu-là. D'accord, donc ça s'est trouvé en lien avec ton travail, vraiment. C'est ça, mais après je pense que le fait de baigner dans le milieu depuis un petit moment, on essaye des choses. Après, j'ai plein de jeux que j'ai essayés qui n'ont pas marché du tout, mais voilà, on peut se permettre de créer des choses. Quand tu as démarré ce jeu-là, c'était à peu près à quelle période ? Je pense qu'on était en 2012. 2012. Donc ça faisait 2 ans que je travaillais à la Ludo à peu près. Ouais, donc là c'est ton premier vrai proto oui, vraiment, qui aboutit en fait. Oui. D'accord. Oui. Et en parallèle, du coup, tu travaillais sur d'autres choses ou tu t'es dit, justement, où est-ce que c'est le fait d'avoir été édité une première fois qui t'a donné l'envie de continuer ? Alors j'avais toujours un petit peu envie de créer des jeux, mais en 2014, c'est aussi la naissance de mon fils. Et de 2014 à 2016, j'ai pas trop créé. Et après, je me suis orienté vers les jeux enfants. Je pense que c'est dû à la naissance de mon fils. Je pourrais pas être sûr de ça, mais ça paraît assez évident. Et après, l'envie de créer des jeux uniquement pour les enfants. D'accord. Vraiment plutôt le côté partage et progressif, un peu peut-être pédagogique avec ton enfant. Oui, je pense que le fait de voir jouer les gens et les enfants, ça donne aussi des idées. Parce que parfois, les enfants créent leur propre jeu et parfois jouent uniquement avec du matériel. Et le fait de voir ça, je pense que ça doit infuser dans le cerveau et après, les idées sortent naturellement. C'est ça. C'est en observant finalement. En observant peut-être qu'il y a des choses qui te viennent, des idées qui te viennent. J'ai plus l'impression, notamment pour le deuxième jeu que j'ai sorti, Sweet Monster chez Djeco en 2019. C'est lié au fait qu'on faisait un memory et je trouvais ça dommage d'utiliser une seule face et je voyais en fait les enfants retourner à chaque fois et l'utilisation de la double face, ça m'a permis de créer ce jeu-là. Donc ça, c'était quoi le principe de ce jeu ? On va avoir, donc sur un lancer de dés, je vais avoir des monstres et des bonbons. Il faut retrouver donc la carte qui correspond aux 2 faces du dé. Donc il y a une face monstre et une face bonbon. Si je lance 2 dés, ça va faire une combinaison entre monstre et bonbon. Et il faut que je retrouve la tuile qui correspond. Donc à mon tour, je vais retourner la tuile. Si elle correspond bien, je gagne un bonbon. La petite originalité, c'est que la tuile elle va rester sur son côté retourné. Donc il faudra que je me souvienne ce qui était aussi en dessous. Voilà, on va jouer sur vraiment le côté recto-verso des tuiles. Ok. Comment tu as été jusqu'à l'édition, justement ? Parce que ça, c'est aussi... on peut avoir l'idée, faire le proto chez soi ou faire découvrir le jeu qu'on a fait jouer en ludothèque ou ailleurs. Comment tu as pu aller jusqu'à l'édition, justement ? C'est là le travail que tu as eu peut-être avec le bureau des auteurs rouennais. Comment ça s'est passé ? Non, j'étais pas encore dans le bureau des auteurs rouennais. Ça s'est fait par l'envoi de mails, simplement. J'ai envoyé les règles de jeu à Djeco. Qui a trouvé ça intéressant et ensuite il y a eu l'envoi du prototype de jeu et après des tests au sein d'école, le jeu a été signé. C'est-à-dire qu'avant d'avoir signé le jeu, j'ai jamais rencontré une vraie personne. Ah d'accord, tout s'est passé en démat, quoi. Oui, c'est ça. En dématérialisé, comme oui. on dit. Ok. Et beaucoup de phases de test, justement, en école, c'est intéressant ce que tu dis. Alors moi, je l'ai testé un petit peu avec les adhérents de la bibliothèque, mais Djeco aussi a fait des tests avec des centres de loisirs et des écoles. Ah ok, c'était leur partie aussi, d'accord. Les jeux enfants n'ont pas le même équilibre à avoir. C'était plus sur le ressenti, je pense, que les tests ont été faits. Ok. Et ton premier jeu, donc Estiméo, était chez Viking Games. Alors, ok. Et donc ça s'est fait comment, ce jeu-là ? J'ai participé à Paris Ludique en 2013, ce qui est encore actuellement le concours de prototype. Ah oui, d'accord, ouais. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était de Rouen et qui montait après sa boîte d'édition. Donc la rencontre s'est faite vraiment à ce moment-là. Et après, on a échangé et ça s'est fait naturellement ensuite. D'accord. C'est une société qui existe toujours, Viking Games ? Non, ça n'existe plus, non. Derrière, il y a eu un petit jeu avec l'univers du Petit loup. Petit loup. Alors oui, c'est un peu particulier ce jeu-là. Je le revendique pas vraiment en tant qu'auteur. Petit loup, le jeu du marchand de sable. Oui. C'est ça. Alors si on regarde bien la boîte, c'est marqué sur une idée de Guillaume Desportes. Voilà, si vous avez ce jeu chez vous, vous pouvez regarder. En fait, ce jeu a été signé avec une thématique. La thématique m'appartenait sur les rituels du coucher, mais la mécanique du jeu était le Sweet Monster que j'ai sorti après. D'accord. Et du coup, ils ont retravaillé le jeu pour que la cible elle soit pour les 2 ans,
en gardant la thématique. D'accord, ça a été un peu une déclinaison en fait, C'est ça, effectivement, tout à fait, d'un autre ouais. jeu. Sweet Monster, il était un petit peu plus pour un Oui, tranche d'âge un peu plus le élevé. calibrage c'est 4-5 ans, alors Ouais. que vraiment Petit Loup, même Petit Loup, le personnage, c'est plus pour les 2-3 ans. D'accord, et là c'est tiré en plus des livres. Oui, tout à fait, c'est oui, ça, hein. oui. C'est une déclinaison des livres. Donc c'est édité chez qui ça? C'est Ozu. Ah, c'est Ozu, d'accord. Et Ouais, donc, vraiment le grand principe de ce jeu-là, c'était avant tout sur les rituels du coucher. L'idée de départ, c'était vraiment que l'enfant ait les 7 ou les 6 tuiles et fasse lui-même son rituel du coucher en les plaçant dans le bon ordre. Alors il n'y a pas d'ordre convenu, hein. On peut lire l'histoire après se laver les dents ou avant se laver les dents, mais voilà, c'est vraiment la déclinaison de ce petit jeu-là. Ok. Peut-être avant de venir à ta nouveauté, comment tu as rencontré les autres auteurs du bureau des auteurs rouennais? Alors c'est un collectif que je connaissais déjà, on se rencontrait souvent sur les festivals. Alors le milieu est encore assez petit, donc on rencontre facilement les personnes. Et après on m'a demandé si je voulais faire partie de ce collectif, chose que j'ai acceptée. À peu près quelle période? Je crois que c'était juste avant le Covid, peut-être. Ok. Donc, 2019-2020. 2020 peut-être, oui. en fait, vous êtes croisés sur des festivals Oui, ou ce genre de oui, choses. bah, je connaissais déjà certains auteurs dans ma vie, donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. Qu'est-ce que vous faites dans ce collectif, justement, dans le bureau des auteurs rouennais? Comment vous vous réunissez? Qu'est-ce que qu'on vous fait au faites bar? C'est ça Ouais, la qu'est-ce que vraie vous faites question. au bar, ouais. La vraie question. Voilà, on se réunit. Alors, on n'a pas de locaux. On se réunit vraiment chez les uns et les autres. On échange sur le jeu, on essaye des choses, on communique beaucoup et on essaye de faire des co-créations aussi. Chose que moi, je n'avais jamais fait avant. C'est des temps où on va vraiment échanger sur est-ce que ça te paraît pertinent, tel ou tel test. Voilà, À chaque fois, c'est pour s'échanger des idées, s'essayer les protos. c'est ça. Des retours de test. Oui. D'accord, ça doit être très très riche, j'imagine. Du coup. Oui, complètement, oui. Et là, il y a de plus en plus d'auteurs du bar qui ont des jeux en cours et du coup, on voit toute l'évolution du bar depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Il y a de plus en plus de jeux qui sont sortis via ce collectif. Du coup, ça peut aussi aiguiller peut-être certains qui savent pas trop comment faire ou se donner des bons plans aussi, non? Oui, ou des bons plans sur des éditeurs en disant bah tiens, ce jeu-là, il correspondrait peut-être à tel ou tel éditeur. Vraiment, c'est des petits conseils qu'on peut avoir assez facilement. Ok, donc là, ton actualité, c'est Super Miaou qui Oui. vient de sortir à la fin de l'été, hein, c'est ça? C'est ça, c'était fin août, oui. Chez Oui. Spaceco. Oui. Voilà, donc encore un jeu pour enfants. Oui. Tu m'en dis un petit peu plus, tu me présentes le jeu? Alors, Super Miaou, le principe, c'est un deck building pour enfants. Dans le jeu, on va avoir 2 cartes devant soi et il faut, à un moment du jeu, pour gagner, avoir le chat et la cape. Pour ce faire, on va acheter des cartes au marché. Donc, les cartes, ça peut être une cape ou ça peut être de la pâtée pour chat qui, une fois qu'elle apparaît devant soi, va faire amener le chat dans son jeu. On a aussi une souris qui permet de voler une carte chez l'adversaire. Et c'est vraiment un jeu qui va jouer assez rapidement et avec une victoire assez sèche et nette. Donc c'est parfois un peu brutal. Mais moi, je voulais créer la petite sensation de, à ce moment-là, je retourne 2 cartes et hop, il se passe quelque chose d'intéressant. Et je peux même gagner la partie en retournant 2 cartes identiques, une carte chat et une carte cape. Le développement s'est vraiment extrêmement bien passé. Le jeu, il a vraiment connu en termes d'ergonomie un gros boost. Sur le prototype de jeu, il n'y avait pas la petite plaquette qui permet de vraiment faire l'action dans l'ordre. Donc on va piocher à gauche, on va jouer au milieu et défausser à droite. Le marché n'était pas comme ça, aussi imbriqué dans la boîte. Et le développement s'est fait assez rapidement. On a travaillé 6 mois à peu près dessus. C'était vraiment une super expérience enrichissante, notamment avec la chargée de projet Léa Moinet. Il y avait Benoît Forger aussi qui a donné beaucoup d'idées. Et c'était vraiment super intéressant. C'était vraiment une belle richesse de partage. Toi, tu le considères comme un jeu plus abouti ou une démarche plus aboutie ou en termes d'édition ou En termes d'édition, oui, je pense que c'est le plus abouti, notamment sur le fait qu'on joue vraiment avec l'ensemble du matériel. C'est-à-dire que la boîte va faire partie du jeu, le fourreau va faire partie du jeu aussi. En termes d'édition, oui, notamment avec les illustrations d'Olivier Derueto, c'est le jeu le plus abouti actuellement, oui. Sans négliger ce qui est sorti avant. Bien sûr, mais c'est parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des expériences aussi de maisons d'édition ou, qui rentrent en ligne de compte, quoi, j'imagine. Alors, comment est née l'idée justement de ce jeu Tu parlais de deck building, effectivement. C'est parti de la mécanique, donc. C'est parti vraiment de la mécanique. Je voulais vraiment créer un deck building pour enfants. Donc, comme tout bon auteur, j'ai créé un jeu de deck building, mais qui n'était pas enfant. Mais je l'ai quand même proposé. Ça marchait bien et ce qui marchait, en fait, c'est assez traditionnel, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce qui marchait bien, c'est qu'on avait une action punitive. Quand 2 cartes apparaissaient en même temps, on perdait la carte qui nous rapportait le dépôt. Donc là, c'était pas du tout enfant parce que c'était hyper punitif, mais ce côté-là marchait vraiment parce que ça créait un petit suspense et ça chouinait beaucoup à table. Et j'ai Faut pas jouer avec des mauvais joueurs, quoi. Oui, j'ai proposé ce jeu-là quand même à Spaceco et ils ont dit bah c'est pas enfant, c'est familial, mais c'est pas enfant. Et ils m'ont dit bah là c'est trop compliqué. Je disais vraiment un deck building enfant, donc j'ai retravaillé le jeu et je leur ai reproposé ce jeu-là peut-être 2 ou 3 mois après. Et la première réponse que j'ai eue c'est que bah tu nous as déjà proposé un deck building
Je dis, ah oui, mais j'ai changé des choses. Ouais. Et du coup, après, ils ont lu la règle et j'ai envoyé le proto. Donc, je les ai pas rencontrés non plus directement au départ. Je les ai rencontrés seulement à Cannes en 2021, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc, le jeu a été signé en 2020. Oui, c'est ça. Et je les ai rencontrés à Cannes en février 2021. La vraie rencontre, elle s'est faite après la signature, du coup. C'est ça. Ouais, Ok. oui. À partir du moment où c'est signé, alors déjà, qu'est-ce qui se négocie dans une signature de contrat en fait on signe un pourcentage de droits d'auteur, on signe à la vente, au nombre de ventes aussi. Enfin, comment ça se passe ça? Moi, personnellement, je pense pas être un bon négociateur dans le sens où j'ai jamais vraiment négocié un contrat. Bien sûr, je vais faire attention aux termes du contrat. Mais après, je fais assez confiance aux personnes. Comment ça va se dérouler? La lecture, elle est assez attentive quand même. Et je vais regarder les royalties qui sont attribuées. Donc, on va toucher des pourcentages sur les jeux vendus. Je vais regarder aussi la durée du contrat, le côté monde ou que francophone, le nombre d'exemplaires qui va être vendu. Même si ça, on ne le sait pas vraiment forcément au début. Ça se discute avec l'éditeur, je pense. Ok. Mais je l'ai jamais fait vraiment. D'accord. Après, est-ce qu'il y a des conseils justement tu parlais d'échanges avec le bureau des auteurs rouennais, ces genres de choses dont vous pouvez vous Oui, on vous peut aider discuter en disant, bah tiens, j'ai eu tant de pourcentage, est-ce que ça te semble cohérent? Quelqu'un peut me dire, bah non, c'est trop bas, moi j'ai eu tant pour ça, etc. Enfin, ça reste des échanges, mais après, c'est pas non plus un secret de polichinelle, hein, les pourcentages on va dire, entre 6 et 10%. Du chiffre d'affaires de l'éditeur. D'accord. Du chiffre d'affaires ou de la vente, du prix de vente du jeu? Alors non, c'est pas sur le prix de vente, alors ça dépend des éditeurs, mais c'est souvent sur le prix que l'éditeur le vend au distributeur ou que le distributeur le vend en boutique. Oui, d'accord. Sur le prix vendu en boutique. Voilà. Ok. Et après, est-ce que justement sur des volumes de tirage, on te tient au courant ou t'as pas du tout Ah oui, moi c'est ce que je demande parce que souvent ça donne un petit peu un avis, pas un avis, mais savoir si le jeu va pas être bien accueilli, mais va être poussé peut-être. Va être poussé, oui. Alors si un éditeur dit je signe ton jeu et là pour l'instant je fais 2000 boîtes et un autre éditeur me dit je signe ton jeu mais je fais au moins 6000 boîtes, là on voit s'ils veulent pousser ou pas. Et ça dépend aussi des éditeurs. Il y a des petits éditeurs qui vont faire des petits tirages pour pas trop prendre de risques. Les gros éditeurs vont peut-être avoir plus de risques sur le premier tirage. C'est ça. Donc là, sur le premier tirage de Super Miaou, il y a eu combien d'exemplaires? Alors il y a eu 6000 en France, 2000 Canada et 1000 Belgique. D'accord, donc là on est sur le francophone pour le moment. C'est ça. Okay. Oui, la première édition est que francophone. En fait, ils attendent que le jeu soit bien implanté en France pour ensuite faire l'international. D'accord. Et l'avantage, c'est d'être bien distribué aussi, parce que forcément, Spaceco, c'est distribué par Asmodée. Oui. Voilà, on sait que derrière, il va y avoir une visibilité. Enfin, ça, pour un auteur, c'est important aussi, ça, j'imagine. C'est super important. Enfin, moi, j'avais pas cette vision-là au départ. C'était plus sur le côté Spaceco. Pour moi, c'était l'éditeur qui fait les jeux les plus jolis. Voilà, au niveau de l'édition, je trouvais il n'y a aucun jeu que je trouve soit moche, soit pas ergonomique. C'est pour ça que je les ai visés au départ. C'est pas pour avoir 6000 boîtes. Mais vraiment, c'était le produit final qui m'intéressait. Alors oui, c'est l'avantage aussi effectivement de travailler en ludothèque, c'est que j'imagine que tu les repères, toi, forcément, les éditeurs. Oui, donc tu les cibles tout de suite. Oui, puis on peut tester aussi tous les jeux enfants de tous les éditeurs. On les teste vraiment avec les enfants, avec le produit final en fait. Sur le début, donc c'était fin d'été, je crois que c'est sorti. C'était le 25 août. Tu as déjà des retours un petit peu de chiffre de vente ou c'est encore trop tôt? Non, j'ai pas de retour. Je sais qu'il y a un retirage de prévu qui a été fait même là actuellement. Donc ça veut dire que le jeu se vend bien. C'est une bonne nouvelle ça. Oui, c'est bien. Et les retours sont plutôt très bons. Enfin, moi je suis vraiment content de tous les retours, que ce soit des boutiques ou des joueurs. C'est assez positif. Ok. Et tu as l'occasion justement d'aller le présenter. Donc là, on est sur le festival de Lillebonne, on est dans l'étape locale. Oui. Mais tu as l'occasion d'aller le présenter prochainement sur d'autres festivals. C'est pas prévu là. Lillebonne, c'est vraiment le premier festival où il y a le jeu, le vrai jeu, parce que j'ai proposé le prototype du jeu dans les festivals locaux. Mais là, c'est la première fois qu'il est présenté vraiment avec le produit final. Et j'ai pas d'autres festivals en vue, hormis Cannes, et j'aurai le plaisir de l'animer. Sur le stand, du coup, faire des dédicaces et tout ça. Aux dédicaces, je sais pas si c'est super intéressant d'avoir une dédicace, un petit mot de l'auteur. Moi, si je veux faire des dédicaces, c'est souvent avec l'illustrateur. Mais je refuserai jamais une dédicace. Ça se fait de plus en plus quand même. Même sur les stands des éditeurs, ils aiment bien avoir ce genre d'animation. Oui, mais j'ai déjà dédicacé le jeu. Voilà, c'est juste un petit mot écrit.
pense que les gens recherchent plus un petit souvenir de la rencontre en fait. Même si la rencontre elle dure que 5-10 minutes, c'est un petit souvenir qu'on garde. Et est-ce que du coup tu as rencontré l'illustrateur ou pas encore? Oui, j'ai rencontré à Paris Ludique cette année. Rappelle-moi son nom. Olivier Derueto. D'accord. Et alors ça c'est sympa aussi de voir évoluer son jeu par justement l'image et le graphisme. Là tu es associé par Spaceco dans ces étapes-là justement? Oui, complètement. Oui, j'avais mon mot à dire, mais à chaque fois je disais c'est super. C'est bien, c'est joli. Mais oui, j'ai vu vraiment toutes les étapes, les croquis de départ, toutes les illustrations, le graphisme, la règle. Vraiment, j'étais intégré complètement dans le développement. Et alors, donc, tu me disais, première présentation de ce jeu à Spaceco 2019, c'est ça? Oui, fin 2019, oui. Et donc, sorti là, été 2023. Oui. Pourquoi autant de temps entre les deux? Donc, le jeu a été signé en 2020, devait sortir en 2022. Est sorti en 2023 en raison du Covid. Pourquoi tout ce temps? Il y a un temps de développement qui est entre 6 mois et 1 an. Et il y a aussi d'autres jeux qui étaient prévus, qui sont sortis. En fait, le catalogue est assez fourni chez Spaceco. Voilà, c'était le temps du décalage. Et moi, ça ne me gêne pas parce que j'étais informé. Je savais que le jeu sortirait à telle date. Donc, c'est pas quelque chose que je craignais parce que c'est pas mon métier. J'en vis pas. Donc, je préfère attendre un petit peu et que le jeu sorte comme il est sorti actuellement, plutôt que se presser et puis sortir un jeu qui aurait été moins poussé. Quels sont tes projets pour la suite? J'imagine que tu as toujours des protos avec toi. J'en ai souvent, peut-être trop. En 2024, un jeu devrait sortir chez Amazing Games, qui devrait sortir en fin d'année prochaine, un jeu familial de cartes avec des petits effets. De braquage, de diligence, de banque. Ça s'appellera sûrement c'est sûr, West End Rush. Ok. C'est pas vraiment un jeu enfant, on est plus sur du 8 ans, mais le prototype était un jeu enfant. Mais on l'a développé pour qu'il soit un peu plus familial. Donc tu montes en gamme aussi un petit peu avec les années, non? Monter en gamme, je sais pas si c'est le cas, mais je me suis diversifié seulement pour celui-là. Après, les prochains jeux prévus sont vraiment enfants. C'est vraiment ton domaine de prédilection, ça, oui. Le thème enfant, ouais. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, je pense que mon cerveau, il aime pas les choses compliquées, peut-être. J'ai l'impression qu'avec les jeux enfants, on peut aller plus loin que les jeux adultes. Au niveau matériel, je sais pas si on voit la colline faux follet, on voit Dodo, on peut se permettre des choses qu'on peut pas trop se permettre sur les jeux famille ou adultes. Et je pense qu'il y a moins de choix en enfant qu'en famille. Et il y a plus la possibilité d'être originaux sur ce genre de jeu-là. Justement, ça c'est l'aspect matériel, ça t'intéresse beaucoup. Je sais que souvent on dit les auteurs sont soit inspirés par une mécanique, comme tout à l'heure tu me disais, soit par une thématique, mais aussi des auteurs sont inspirés par un matériel. C'était Théo Rivière qui disait ça notamment, parce que lui il partait par exemple du principe il voulait jouer dans une boîte, donc il avait créé la Maison des Souris comme ça. Toi tu penses que par rapport justement à l'univers du jeu enfant, c'est plus possible ça? Oui, là il y a un jeu qui est prévu dans quelques temps, donc je ne vais pas vraiment en parler, la date de sortie elle est vraiment très loin, mais qui était sur le principe où on va avoir des formes géométriques et les imbriquer dans des plaquettes. Donc c'était vraiment la base de départ. C'était en gros, on regarde le programme de la moyenne section, on voit qu'il y a sur le programme il y a les formes et les couleurs et le tracé, et du coup on a créé un jeu là-dessus. D'accord. Et j'ai dit on. Donc ça y est, tu passes au co-autorat? Ouais, co-autorat avec ma compagne. D'accord. Donc c'est un co-autorat qui est facile à faire parce que ma co-autrice est à côté de moi, donc c'est facile. C'est plus facile pour se réunir. Oui. Ok. D'autres projets co-auteurs avec des membres du bar, par exemple? Oui, alors des prototypes qui ne sont pas signés mais qui sont en cours, qui sont en test en fait actuellement. Et l'objectif c'est d'en présenter au moins un lors du Festival de Cannes. Là, depuis 2 ans, je vais au festival vraiment pour présenter mes protos directement, pour avoir vraiment le retour direct. C'est plus rapide et c'est plus efficace. Parce que là, on voit vraiment la réaction de l'éditeur et ça permet d'avoir des échanges un peu plus directs, plutôt que d'attendre un mail. Et pouvoir faire des ajustements peut-être plus vite. Oui, complètement, oui. D'accord. Donc sur les festivals, sur l'intérêt d'un festival comme Cannes, c'est à la fois pouvoir présenter les jeux qui sont déjà sortis et rencontrer le public, mais aussi préparer la suite. Oui, c'est ça. Et après, il faut savoir que c'est bien de préparé, mais sur un prototype, il y avait 3 éditeurs qui étaient intéressés. Après, il faut pouvoir choisir. Et c'est une situation qui est assez délicate parfois de dire j'ai quand même passé un super mois avec cet éditeur-là, mais au final, je signe avec un autre parce que la proposition me semblait meilleure. De dire non, parfois, c'est pas évident non plus. Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu? Qu'est-ce qui pourrait te correspondre? La facilité me dirait le deck building, mais peut-être la pose d'ouvrier. Parce que c'est par là où je suis vraiment venu dans le domaine du jeu. Mon premier vrai gros jeu, c'était Calus.
Et c'était assez marquant parce que c'est vraiment le vrai jeu de pose ouvrier. Mais ça m'a marqué et du coup, c'est une mécanique que j'aime bien. Quel type de joueur tu es? Qu'est-ce qui te plaît en fait? Parce que tu crées des jeux pour enfants, mais toi tu joues à quoi par exemple? Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui comme style de jeu? Alors j'aime pas trop les casse-têtes, les jeux comme Break the Code, même si Turing Machine j'ai bien aimé, mais les jeux vraiment de déduction je suis pas très fan, hormis Turing Machine que j'ai apprécié. Mais moi j'ai envie qu'il se passe des choses autour de la table. Je suis pas trop des jeux où on joue dans son coin et à la fin on compare son score, je suis pas trop fan. J'ai vraiment besoin qu'il y ait de l'interaction entre les joueurs. On puisse se chamailler peut-être un petit C'est peu, ça, oui. embêter l'autre. C'est ça. Des jeux taquins. Oui. Si tu étais un mode de jeu, donc ça répond peut-être un petit peu à ce que tu viens de dire. Si tu étais un mode de jeu, tu serais plutôt donc coopératif, plutôt compétitif, semi-coop ou par équipe? Plutôt compétitif, même si j'ai 2 jeux qui vont sortir en coopération. Mais vraiment, moi, ce que je recherche, alors c'est pas vraiment la victoire mais qu'il se passe des choses sur la table. Et en coopération, il y a bien souvent l'idée du joueur alpha où il va faire les actions pour les autres. Mais un bon coopératif où il n'y a pas ce joueur alpha, oui, j'aime bien. Si tu étais une thématique de jeu, est-ce qu'il y a un thème en particulier qui pourrait t'inspirer ou qui t'inspire un peu au quotidien? J'ai pas de thème et le thème, c'est pas quelque chose qui me porte dans le jeu. Enfin, je vais pas me sentir porté, hormis des jeux un peu comme Colt Express où on incarne vraiment quelque chose, mais des jeux avec une thématique, c'est pas ce qui va m'emporter. C'est plus la recherche de la mécanique qui va me créer des petites émotions. Écoute, je te propose aussi de me proposer un prochain copain ou copine d'ailleurs à interviewer sur le podcast dans le milieu ludique. Tu pourrais me proposer qui? Je crois que tu vois Grégory Grard tout à l'heure. C'est ça. Donc pour pas dire Grégory Grard, je vais dire son co-auteur fétiche, Mathieu Roussel. Okay. Ils ont quelques jeux ensemble qui vont sortir qui sont très très intéressants. Et c'est noté. Comme ça on fera le tour du bar. Ouais, carrément. Écoute, on termine comme on fait habituellement sur le podcast avec notre phrase habituelle. Donc, au jeu de Guillaume Desportes, tu joues ou quoi? Et tu joues ou quoi? On le fait ensemble. Ok? Ok. Alors, au jeu de Guillaume Desportes, tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté l'interview de Guillaume Desportes jusqu'au bout. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous et à me laisser un commentaire sur les différents réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, je reste avec un auteur normand. Il s'agit de Grégory Grard, qui est notamment à l'origine de Mots Malins et du jeu Sur les traces de Darwin. Restez bien à l'écoute!